Alors, bonsoir donc encore une fois, je me présente, Panos Mathiaras, directeur de la Fondation Braillard Architecte ici à Genève. Et depuis des années, ici, avec la Fondation, nous organisons des débats et des rencontres, soit en présentiel ici à la Fondation, soit en ligne, de plus en plus en ligne, depuis le Covid notamment, qui permettent aux gens de nos milieux interdisciplinaires, architectes, urbanistes, paysagistes, mais aussi toutes les autres disciplines qui sont relatives à la transformation de l'espace, sociologie, anthropologie, sciences de l'environnement, etc., à partager leurs travaux et leurs opinions sur des questions majeures et urgentes. Aujourd'hui, nous sommes avec Justine Rognon et Reda Berada, que vous voyez sur l'écran, deux jeunes diplômés de l'EPFL sur la question de la production aux limites de la croissance. Et nous allons continuer avec d'autres sessions que je vais présenter, qu'on va rappeler à la fin. Alors, cette fois, nous avons cette thématique de la croissance et de ses limites et de la production de l'espace, même de la production en général humaine, aux limites de cette croissance. À partir du moment où nous comprenons que nous avons vraiment un problème de ressources en eau, en énergie et en nourriture, toutes ces ressources qui permettent aux humains d'avoir un espoir de vie et voir un espoir à la prospérité, et des ressources qui commencent à paraître très restreintes, en manque, et que nous devons justement, grâce à nos travaux sur l'espace, apprendre à gérer, d'une part, voire à nous y adapter. Des questions dures et difficiles à exprimer facilement parce qu'elles touchent parfois à la dignité humaine, parfois même enfin, évidemment à l'économie, évidemment à la société et certainement, comme vous allez le voir, à l'espace. Nous avons donc choisi deux diplômes. Celui de Justine Rognon, qui est diplômée à l'EPFL, comme je viens de dire, avec un titre Vers une agriculture flottante, faire face à la diminution des ressources de la pêche dans les villages sur pilotis du Tonlé Sap au Cambodge. Et Reda Berada, également diplômé à l'EPFL avec un parcours avant McGill à Montréal, avec un titre Glanage en interzone pour un danger au-delà des murs. Les deux vont vous présenter leurs travaux pendant 20 minutes. Et à la fin, suite à ces présentations, nous avons invité le professeur d'architecture à l'école d'architecture de Toulouse, Rémi Papillot, ici présent également, un connaisseur à la fois de l'Asie du Sud-Est, mais aussi de la modernité, de Le Corbusier, du patrimoine moderne et bien sûr maintenant des travaux relatifs à la transition écologique. Et bonsoir Rémi, merci d'être venu participer à ce travail collectif. Donc, sans trop tarder, je propose à Justine Rognon de prendre la parole. Justine, à toi. Bonsoir, merci pour cette introduction. Donc voilà, donc le titre de ce projet, c'est Vers une agriculture flottante, faire face à la diminution des ressources de la pêche dans les villages sur pilotis du Tonlé Sap au Cambodge. Donc le Tonlé Sap, c'est le plus grand lac d'Asie du Sud-Est. Et donc, il y a aussi des populations qui vivent sur et autour de ce lac, comme on peut le voir ici dans ce village sur pilotis. Donc voilà, donc, pour situer le Cambodge donc, en Asie du Sud-Est. Pour revenir brièvement sur l'histoire de ce pays, donc, il y a eu une période très prospère, l'Empire d'Angkor, entre le 9e et le 15e siècle, donc qui mettait aussi beaucoup au centre de son économie et de sa spiritualité l'eau et donc les ressources halieutiques. Donc c'était vraiment un empire très puissant qui s'étendait sur la plupart de la région donc de l'Asie du Sud-Est. Mais suite à sa chute vers le 15e, 16e siècle, donc, il y a eu beaucoup de conflits dans la région, justement des forces et des pouvoirs en place.
jusqu'en 1863 où le Cambodge est placé sous protectorat français, pendant quand même pratiquement un siècle jusqu'à son indépendance en 1953. Et ensuite, donc pour l'histoire plus récente, je pense que vous avez entendu parler du régime Khmer Rouge, donc sous la direction de Pol Pot. Donc c'était un régime extrêmement destructeur qui a décimé un quart de la population de l'époque, donc principalement les intellectuels qui étaient visés et les villes, tout ce qui avait trait à la modernité. Et donc, enfin, c'était extrêmement violent justement comme régime. Il s'en est suivi une occupation vietnamienne de 1979 à 1991, faite jusqu'à la signature des accords de Paris qui a redonné l'indépendance au pays. Et donc, enfin, tout ça pour vous dire que le pays a énormément souffert et que la population en porte encore les traces. Donc pour situer un petit peu mieux le Cambodge dans la région, donc sa particularité, c'est bien sûr d'être traversé par le fleuve Mékong, donc un des plus longs fleuves du monde, qui prend sa source dans la chaîne de l'Himalaya à près de 5000 mètres d'altitude, puis qui traverse la Chine, le Myanmar, le Laos, la Thaïlande, le Cambodge et le Vietnam avant de se jeter dans la mer de Chine. Et donc, ce qu'on peut voir, la particularité du pays du Cambodge, c'est la présence de ce lac, le fameux Tonlé Sap, donc qui est l'un des défluents du Mékong. Donc pour parler un peu plus du pays, donc on voit la présence du Mékong qui traverse du nord au sud le pays et qui en fait a un principal défluent, donc le Tonlé Sap. Le Mékong se divise au niveau de la capitale, Phnom Penh, pour se jeter dans la rivière Tonlé Sap, puis dans le lac Tonlé Sap. Et donc aussi la présence des principales villes, donc Phnom Penh, la capitale, Battambang, Siem Reap, depuis lequel on peut visiter les temples d'Angkor Wat, et Sihanoukville, la ville côtière. Et aussi donc le site de mon projet, Kampong Phuoc, un petit village pilotis au nord du lac, sur lequel je reviendrai. La particularité de ce lac, c'est justement d'être l'un des principaux défluents du Mékong. Il faut savoir que le débit du Mékong, il varie fortement en fonction de la saison. Donc c'est dû au fait qu'il y a deux régimes qui interviennent pour le débit du Mékong. Un régime nival, donc qui dépend de la fonte des glaces et des neiges à la source du Mékong près de 5000 mètres d'altitude. Et aussi le régime des moussons, donc des précipitations saisonnières annuelles. Et en fait, la superposition de ces deux régimes fait que le Mékong subit de fortes crues et décrues annuelles. Et en fait, le lac remplit la fonction de régulateur de ces différentes crues et décrues. Donc on peut voir ici, sur ce schéma, en saison humide, le lac accueille en fait la crue du Mékong en son sein. Donc on voit ici là, en trétier l'empreinte du lac en saison sèche par rapport à son empreinte ici en saison humide. Donc sa superficie peut aller jusqu'à quadrupler et son niveau peut varier de environ un delta de 8 mètres selon l'intensité de ces crues et des crues. Et donc ici, à l'inverse, en saison sèche, le lac restitue l'eau au Mékong, ce qui induit aussi un phénomène extrêmement rare qui est l'inversion du courant de la rivière Tonlé Sap. Et en fait, ce cycle qu'on pourrait assimiler comme une respiration a fait naître une biodiversité, un écosystème très particulier aux abords du lac, en fait, dans les zones inondables. Et en fait, la problématique des populations qui vivent sur et autour du lac, c'est que ce cycle est vraiment perturbé par le changement climatique et d'autres raisons dont je vais parler plus tard. Donc, on peut voir ici à quel point le cycle est irrégulier, surtout observé depuis ces 30 dernières années. Donc là, sur ce schéma, donc ici, on a l'altitude en fait du niveau du lac en fonction des mois de l'année. Donc on peut voir ce cycle de différence en fait de niveau du lac. Donc pendant la saison sèche de janvier à juin, on a une altitude qui varie entre 1 mètre et 4 mètres et qui peut atteindre jusqu'à 10 mètres en saison humide. Et en fait, ici, on voit bien qu'en fonction des années, ce cycle n'est plus du tout régulier et est extrêmement perturbé. Et en fait, pour comprendre la problématique de cette irrégularité des cycles, il faut bien comprendre comment les populations habitent sur et autour du lac. Donc on peut, ça c'est donc une coupe des abords du lac avec la zone lacustre à droite, qui accueille des populations flottantes, donc qui vivent sur des maisons flottantes, donc dans des villages flottants.
Ensuite, une zone inondable, donc celle, surtout, sur celle-ci que je me suis, intéressée, que je me suis penchée. Donc, des habitations sur pilotis qui peuvent aller de 6 à 8 mètres de haut suivant, en fait, l'altitude du village et surtout la présence de forêts de mangroves. Très, très important car c'est justement ces forêts qui sont le lieu de reproduction principaux de la plupart des espèces de poissons et donc ici, vous pouvez voir en trétier les différents niveaux du lac en fonction des mois de l'année. Donc avec le pic en octobre ici, de la saison humide et ici le niveau le plus bas, en avril. Et en fait, justement, lorsque ces ces cycles enfin, sont perturbés et en fait perturbent surtout l'accès des poissons à leur lieu de reproduction qui sont ces forêts. Donc quand le niveau du lac n'atteint pas ces fameuses forêts, les poissons ne peuvent plus se reproduire et donc on a vraiment observé une forte diminution, de la quantité de poissons, en fait, dans le lac et de la reproduction de ces espèces. Ce qui est extrêmement, grave pour les populations, en fait, car elles vivent des ressources de la pêche. C'est pas seulement un revenu économique, c'est vraiment leur garde-manger et donc c'est vraiment un réel problème pour ces populations. Si on monte un peu plus haut, on a la zone exondée avec des villages terrestres faiblement surélevés qui, eux, pratiquent plutôt la culture du riz. Et en fait, aux aléas climatiques et donc au changement climatique s'ajoute aussi la dimension, politique de la construction de barrages qui est vraiment, en pleine expansion, sur le Mékong. Donc ici, j'ai cartographié le Mékong, donc on voit que le Tonlé Sap ici, plutôt en aval. Et en fait ici, les différents, j'ai recensé sur cette carte uniquement les barrages hydroélectriques. Donc en noir, ceux qui sont en fonction et en blanc, ceux qui sont planifiés. Donc ces données, elles datent un peu, donc il faut savoir que maintenant, il y en a encore plus. C'est vraiment, c'est assez effrayant le rythme de construction en fait de ces barrages le long du Mékong et on peut observer surtout qu'ils se situent plutôt en amont, sur le territoire de la Chine en particulier. Il faut aussi savoir qu'en fait, il y a une commission, du fleuve Mékong qui s'est mise en place, il y a déjà maintenant un moment et il faut savoir qu'il y a que 4 pays sur, les 6 qui sont traversés par le Mékong qui en font partie et que les 2 pays qui vont refuser de faire partie de cette commission, ce sont les 2 en amont, à savoir la Chine et le Myanmar. Donc on peut voir aussi à quel point cette question est politisée et donc ces barrages perturbent encore plus justement le cycle, du Mékong et donc de ces crues et décrues, du lac, du Tonlé Sap qui se situe en aval. Donc voilà, ça c'est un peu, pour résumer tout ce que je viens de raconter. Donc, aussi pour clarifier en fait, ensuite la représentation de mon projet, j'ai décidé d'utiliser un code couleur. Donc en rouge ici, tout ce qui sera en rouge sera, en lien avec la saison sèche et en bleu ici le contour, en saison humide, donc le bleu, pour représenter la saison humide. Et aussi pour rappeler donc, mon site d'intervention qui est le village de Kampong Phuoc ici au nord du lac. Donc concernant ce village, on voit déjà qu'il est, vraiment à proximité du lac, donc à une altitude assez faible. Il faut savoir que les maisons, du coup, elles sont perchées sur des pilotis de 6 à 8 mètres, et elles sont en fait construites le long d'une route ici, qui est praticable donc uniquement en saison sèche, principalement en tuk-tuk, à vélo, et cetera. Et donc elles sont construites de part et d'autre de cette route, mais gardent toujours un accès en fait, toujours la rivière qui permet un accès en bateau à ce village, même en saison sèche. Et ici donc, on peut voir en saison humide, à quoi ressemble ce village. À savoir qu'ici, en fait, il y a la place, principale du village qui, elle, est construite sur, une colline et donc il y a la particularité d'être le seul endroit qui n'est jamais inondé et qui accueille donc, la pagode, qui est un lieu très, très important spirituel et social pour, les Cambodgiens et aussi une salle communale, mais je reviendrai là-dessus, tout à l'heure. Donc pour parler de mon projet, de mes différentes interventions, mon but était aussi de faire en sorte que les populations ne dépendent plus uniquement de la ressource en poisson, qui donc diminue fortement, et aussi de pallier au problème de malnutrition. Donc, il faut savoir que c'est vraiment des régions extrêmement démunies et qui souffrent de malnutrition, surtout pour les femmes et les enfants, et donc des carences alimentaires du fait qu'elles mangent principalement du poisson et du riz, et manquent en fait d'apports en légumes. Donc, mes interventions comportent donc l'introduction de potagers, donc de potagers, flottants, comme on le verra, plus tard, qui peuvent donc être, cultivés tout au long de l'année, quel que soit, en fait, le cycle et quelle que soit,
les dérèglements du cycle de crue et décrue. Ensuite, une intervention aussi d'introduction de bassins de pisciculture à large échelle. En fait, la pisciculture est déjà et a toujours été pratiquée au Cambodge, mais à plus faible échelle, comme on peut le voir. En fait, toutes ces tâches que vous voyez ici en plan derrière les maisons, ce sont donc les populations qui ont creusé ici des bassins qui retiennent l'eau en saison sèche, donc lorsque le niveau redescend, et piègent les poissons et permettent en fait aux populations d'élever leurs poissons dans ces zones. Donc, faut voir que c'est quand même relativement faible échelle. Donc ici, le but, c'est d'introduire des bassins de pisciculture flottants qui peuvent donc se pratiquer à plus large échelle et aussi avec le défi de pratiquer la pisciculture aussi dans le respect de la biodiversité de l'écosystème. Donc ça, c'est aussi un défi. Ensuite, dans mes interventions, aussi l'introduction d'un marché et d'un hangar de réparation de bateaux. Un marché, parce que j'ai remarqué, j'ai séjourné en fait dans ce village, j'ai remarqué qu'il n'y avait pas un vrai lieu de marché, d'autant plus qu'il serait important d'en avoir un si on produit justement des légumes et des poissons et on élève des poissons à grande échelle. Il faut bien un endroit pour les commercialiser et puis aussi un lien social aussi de partager des repas également avec les touristes, donc le tourisme qui est quand même en fort développement dans ces régions. Et un hangar de réparation de bateaux, car j'ai remarqué qu'en fait, le long de la rivière, il y a énormément de bateaux en mauvais état ou abandonnés. Et ça pourrait être aussi une reconversion professionnelle pour certains pêcheurs, de justement se lancer dans la réparation de bateaux et surtout après dans le tourisme. Et enfin, une dernière intervention qui serait vraiment à l'échelle de l'habitation même, donc l'introduction de potagers flottants et de bassins de pisciculture à l'échelle même de la maison. Donc maintenant, je vais revenir sur chacune de ces interventions un peu plus en détail. Et donc, en fait, le but, c'est que chacun de mes potagers flottants, de mes bassins de pisciculture, etc., soit flottant, donc puisse suivre le mouvement de l'eau du lac. Et donc, je me suis inspirée pour ce faire de construction de maisons traditionnelles. Donc, ici, c'est dans un village flottant. Donc, j'ai aussi eu l'occasion de séjourner dans un village flottant. Et donc, ici, on peut voir que les maisons elles sont construites en fait sur un socle, une structure en bambou qui peut accueillir en fait des bidons remplis d'air en période humide, qui en fait permet à l'ensemble de flotter. Donc là, on peut voir qu'en saison sèche, la maison elle peut aussi venir se déposer au sol. Et donc, c'est de ce système que je me suis inspirée pour mes différents modules d'intervention. Donc voilà, c'est un peu ici un exemple, la structure en bambou, vous voyez ici en rouge, qui peut accueillir donc les bidons bleus remplis d'air qui permettent la flottaison, un plancher en bois de palmier, et pour certains des modules, pas tous, qui ont la possibilité d'être couverts pour se protéger du soleil ou des intempéries, qui sont en feuilles de palmier. Et en fait, ces modules peuvent accueillir donc soit des filets pour faire des bassins de pisciculture ou alors des potagers flottants. Ces potagers flottants, ils flottent par eux-mêmes, ils n'ont pas besoin des modules, mais en fait, les modules donnent accès à ces différents potagers. Donc, pour revenir un peu plus en détail sur la pratique de potager flottant, c'est quelque chose qui se pratique déjà, donc ici par exemple au Bangladesh. C'est une pratique très courante, mais au Cambodge, personnellement, j'en ai pas vu et je sais que c'est pratiqué, mais très peu. C'est pas encore très répandu, mais à savoir que donc ça se pratique dans d'autres pays. Et en fait, le principe, c'est d'utiliser des plantes de jacinthe d'eau. Donc la jacinthe d'eau, c'est la plante que vous voyez ici, qui est très abondante et qui est limite envahissante. Et les populations, des fois, ne savent pas comment gérer cette quantité de jacinthe d'eau. Donc c'est en plus un moyen de l'utiliser à bon escient. Donc les modules de potager flottant sont composés d'une première couche de jacinthe d'eau tassée, puis une couche de bambou, ensuite une autre couche de jacinthe d'eau tassée encore par-dessus, qui peuvent accueillir 50 centimètres de terre et de compost cultivable. Le tout fait à peu près 1 mètre d'épaisseur. Et en fait, j'ai pu être au contact des habitants des villages sur pilotis et flottants. Et la culture la pratique de potager, elle est présente, mais comme vous pouvez le voir ici à petite échelle et surtout toujours dans l'incertitude de savoir à quel moment l'eau va arriver, à quel moment les cultures ne pourront plus se faire. Et donc c'est aussi le but de donner une légitimité, une plus grande importance à ces jardins en leur donnant la possibilité en fait d'être cultivés tout au long de l'année, quoi qu'il arrive et quel que soit le cycle du lac. Donc cette notion aussi de potager et de culture menacée, c'est quelque chose qu'on retrouve aussi
présentation de REDA, sous une autre forme et que vous aurez aussi l'occasion de découvrir. Et en fait, aussi au contact de, alors c'est principalement les femmes qui s'occupent des potagers. À leur contact, j'ai aussi, essayé d'introduire la notion de: est-ce qu'on ne pourrait pas avoir des jardins partagés? Et à savoir qu'avec l'histoire récente du Cambodge, c'est quand même un sujet qui est encore très sensible et assez, délicat, et la plupart ne se disent encore pas prêts à partager des terres avec d'autres personnes. Donc c'est aussi un défi social, qui est très, très, très important. Donc voici à quoi ressemblent les modules de potager flottant, donc en plan, voilà les passerelles qui donnent accès, et puis l'accès donc qui peut se faire en bateau en saison humide. En coupe, donc flottant, lors de la saison humide et déposé en fait sur le sol en saison sèche. Une image, voilà. Et donc je me suis aussi un peu intéressée en termes de quantité, qu'est-ce que ça peut représenter? Donc avec les surfaces que je viens de vous présenter, j'ai aussi pris donc le nombre d'habitants en 2019, j'avais pas trouvé de données plus récentes, et en fait, en comptant un besoin journalier en légumes, donc pas trop entrer dans les détails, mais j'ai dressé un calendrier en fait des cultures et des récoltes, avec donc au centre ici les quantités qui pourraient être récoltées, au cours de l'année, aussi en essayant d'utiliser donc enfin de cultiver des plantes, qui peuvent se récolter aussi un peu, tout au long de l'année sans avoir trop de trous, quoi. Et donc en fait, on arriverait, dans la théorie bien sûr, à compenser le besoin en légumes du village avec, les quantités que je vous ai présentées. Et aussi sur ce schéma, on peut voir, donc l'altitude du village et ici le niveau donc du lac en saison sèche, puis en saison humide qui vient, inonder ces maisons et ces forêts de mangroves. Pour ce qui est de la pisciculture, donc c'est quelque chose, comme je vous disais, qui se pratique déjà. Donc ici, c'est les exemples dans les bassins que je vous ai présentés tout à l'heure à l'arrière des maisons. Donc c'est quelque chose qui se pratique depuis très, très longtemps, mais le but, ce serait justement de l'introduire à plus large échelle, comme je vous le disais. Donc avec ces modules, qui peuvent également accueillir donc des bassins de pisciculture en coupe, donc ces bassins flottants, et une image. Donc ça permettrait en fait d'avoir, un enfin, d'élever une quantité de poissons qui est plus stable et qui pourrait donc permettre quand même, toujours d'avoir un apport, alimentaire. Pour ce qui est du marché, je me suis aussi basée sur les expériences que j'ai pu vivre, sur place. Donc à gauche ici, c'est un marché flottant dans lequel j'ai séjourné. Donc en fait ici, la particularité, c'est vraiment que les personnes, elles arrivent en bateau, elles descendent même pas du bateau. C'est vraiment, quelque chose d'assez rapide qui se fait, sans vraiment du coup, avoir un espace pour partager. À droite ici, c'est justement, dans le, à Kampong Plouk, donc dans le village sur pilotis. Donc le fait qu'il y a pas de marché fixe, c'est vraiment des marchés ambulants. Donc ici, c'était une femme en l'occurrence qui tous les jours faisait, 30 kilomètres pour aller s'approvisionner dans les villes, voisines, qui sont plus hautes en altitude, et ramener les denrées en fait enfin, comme marché ambulant. Et aussi les expériences que j'ai pu avoir en ville. Donc ces 2 exemples, c'est à Phnom Penh, dans la capitale. Ici, c'est le plus grand marché couvert, le marché russe, et à droite, c'est le night market que j'ai beaucoup aimé fréquenter avec en fait, aussi tous ces stands de restauration, en périphérie, et un espace vraiment convivial de partage au centre où, tout le monde enlève ses chaussures, tout le monde mange ensemble. On peut voir aussi un mélange entre les locaux, les touristes, et c'était vraiment aussi cet aspect social et de partage culturel que je voulais, aussi introduire dans le projet. Ça, ce sont les modules du marché flottant, donc qui sont la possibilité d'être couverts, et aussi je trouve important d'ajouter, quelques surfaces de culture supplémentaires. Et donc aussi la particularité du marché, c'est qu'il peut avoir, heu, des dispositions différentes en fonction des saisons. Donc en saison humide, les modules peuvent être déplacés. Par contre, il faut fixer bien sûr une disposition, en saison sèche. Et donc voilà, j'ai décidé aussi de placer le marché en lien avec cette place du village dont je vous parlais tout à l'heure, donc celle qui n'est jamais inondée. Ici, on voit cette surface avec la pagode et la salle communale qui est inutilisée, à ma connaissance, et qui pourrait servir en fait de marché couvert, comme on peut voir ici, et faire le lien surtout, avec le marché flottant. Et ici, en fait, l'introduction d'un quai, qui permettrait donc aux touristes de venir, accoster ici et avoir un lien donc directement à la pagode et au marché. Et ici donc des modules qui permettraient aussi la réparation justement des bateaux, utilisés pour le tourisme.
Et ici, on peut aussi voir aussi, comme je vous présenterai plus tard, les potagers à l'échelle de l'habitation. En coupe, donc lorsque le marché il est déposé au sol en saison sèche avec des échelles d'accès pour accéder donc, au niveau des passerelles. Et ici, en saison humide, donc marché flottant. Une image. Et aussi ça, alors, j'avais fait une maquette que j'ai utilisée pour faire une petite vidéo pour vous montrer en fait les différentes dispositions que peut prendre le marché. Donc on peut voir à droite ici la date qui défile. À gauche ici le niveau du lac en fonction de la saison. Donc là pour l'instant on est encore en saison sèche. Et ici j'ai aussi voulu représenter le rythme de récolte des différents légumes qui peuvent pousser sur ces potagers flottants. Donc on va voir ici quand on va arriver gentiment en saison humide le niveau du lac qui va augmenter, voilà. Pour arriver justement en saison humide et on va pouvoir voir comment les modules peuvent se déplacer au moment où justement ils flottent, voilà. Donc on peut changer la disposition du marché en fonction de la saison. Et toujours donc ces points d'ancrage qui permettent au module de ne pas dériver. Voilà, très important aussi. Ici donc c'est l'intégration aux habitations, donc à plus petite échelle, derrière à l'arrière des maisons, d'avoir la possibilité d'avoir des modules de potager et de bassin. Et ici donc les maquettes, donc la maquette ici en saison humide et en saison sèche avec les différentes interventions. Ici une maquette qui on voit un peu moins bien sur cette photo, mais qui a un zoom en fait sur le marché, la pagode et la salle communale. Donc voilà, merci de m'avoir écoutée et en fait le but aussi donc de mes interventions, c'est, de se rendre compte que, bah, le changement climatique, il touche des populations déjà maintenant, c'est une réalité. En plus de ça, ben, c'est très souvent des populations déjà en difficulté, populations démunies. C'est pour souligner aussi l'importance de mettre en place des choses, de trouver des solutions alternatives pour venir en aide à toutes ces populations qui souffrent dès à présent du changement climatique. Voilà, merci et merci à la Fondation Braillard de nous donner la parole. Merci beaucoup, Justine, pour cette belle présentation et ce très beau message à la fin, très clair et très beau. Et on va en revenir à la fin, j'imagine. Et donc, on passe d'une région très humide à une région plutôt sèche avec Reda Barada. Reda, the floor is yours. Merci. Bonsoir à tous. Aujourd'hui, je vous emmène à Tanger, et plus précisément en interzone. Ce terme m'a accompagné tout au long de mon travail et sans doute ne me quitte plus. Interzone est le titre d'un roman écrit dans les entrailles de Tanger par William Burroughs, pionnier de la Beat Generation à la fin des années 60. La fiction volontairement décousue, sans réel début ni fin, se déroule dans l'interzone, un lieu, un rêve où les lois conventionnelles du temps, de l'espace et de la personnalité humaine sont suspendues, où tout est possible et tout est permis. Ce néologisme est une référence manifeste à la International Zone, qui désigne le statut particulier de Tanger, donc situé aux portes occidentales du bassin méditerranéen, qu'elle a occupé de 1923 à 1960, un lieu d'exemption appartenant ni au Maroc, ni aux puissances coloniales, une ville portuaire à la porte occidentale du bassin méditerranéen, ni complètement africaine, ni européenne. L'interzone, en abandonnant le suffixe national, désigne un lieu au-delà de l'appartenance à une culture ou à un État. Elle est un état d'esprit, l'espace résiduel dans lequel l'individu se projette et se construit. Pour dépeindre la psychologie de l'interzone, Burroughs glane des fragments photographiques, sonores et textuels. Les collages qui en résultent sont des cartes psychogéographiques du lieu. À mon tour, j'utilise l'interzone et ses fragments volatiles comme fil conducteur, comme méthodologie pour capter l'air du détroit, sa phénoménologie, de l'échelle de la roche à celle de la rue. J'imagine les récits de voyage, les fictions marocaines et étrangères dans la matière et les formes qui les ont générées. Je compose des vers en vrac, permutations infinies d'un monde indicible. Ainsi débute mon voyage en interzone. L'interzone, c'est cette île à la dérive qui finit sa course aux confins du bassin méditerranéen pour devenir l'arc de Gibraltar ou l'arc Betty Griff, une plaque tectonique à part, coincée entre les deux plaques continentales, un trait d'union entre les deux rives, au bout du monde connu.
L'interzone est ce passage du jour à la nuit, de Via Trepa, au-delà des colonnes d'Hercule, plus rien, le danger. Hercule et Ulysse y ont risqué leur vie dans le jardin des Hespérides ou le repère de la sorcière Calypso. L'interzone est ce lieu isolé de son arrière-pays qui ne regarde que dans une seule direction, celle de la mer. L'interzone est ce petit bout de terre colonisé par tous, mais n'est régi par personne. Pendant que l'Occident assiste à la montée du fascisme, à la Seconde Guerre mondiale, la guerre froide, elle, à la bénédiction générale, est un havre de paix et d'hédonisme. L'interzone, c'est ce Tanger entre les deux, une ville d'arrivistes, une ville de losers, un coin où l'on peut disparaître pour tout recommencer, renaître. Un lieu où les papiers d'identité n'ont plus d'importance, où se retrouvent dans les innombrables cafés du Petit Soko des artistes, des désargentés, ceux qui ont fui la répression, la censure, la chasse aux sorcières, comme Bowles, Ginsberg ou Burroughs. L'interzone est aussi ce système de frontières qui régit le destin de milliers de haragas, ces brûleurs de papier, brûleurs de la loi qui laissent tout derrière eux pour tenter la traversée des eaux troubles. Ils attendent dans l'interzone, ce purgatoire où leur sort se joue sur les fils des barbelés. À l'aube du nouveau millénaire, Tanger est un grand chantier, une zone économique spéciale, une plateforme multimodale et une terre d'opportunités. Dans une ville en passe d'atteindre le million d'habitants, les pelleteuses sont partout, les constructions incessantes, et poussent contre les flancs des collines, les forêts d'eucalyptus et les falaises du détroit. Tanger s'étend à perte de vue, à sa perte. Je cherchais dans ce Tanger les nouvelles formes de l'interzone, interstices d'une ville grandie trop vite. Des espaces entre ville et campagne, des trous dans la ville que la spéculation immobilière maintient non construits, pour reprendre le titre d'un roman de Dilis Sharhadi à Tanger, Une vie pleine de trous. Alors qu'au même moment, l'habitat informel se développe dans des zones non constructives, une révolte silencieuse qui permet à ces nouveaux habitants du détroit d'accéder à la propriété privée. À Tanger, le paysage est un bien commun. Je regarde avec amusement tous les petits objets d'appoint que les Tangérois déploient dans l'espace pour gober le paysage, pour reprendre les mots du poète Emmanuel Ocar qui a vécu à Tanger. Un bien commun que beaucoup cultivent à travers des pratiques de la terre et de la mer qui s'intègrent à l'économie de la ville. On cueille sur les collines comme l'on pêche depuis les falaises, on grappille dans des jardins de fortune comme on s'abreuve de la source. Ces improvisations construisent un entre-deux, un espace réel et imaginaire, l'interzone, dans laquelle l'individu se réalise en tant qu'acteur du territoire. Dans cette démarche, je réalise le potentiel utopique de l'interzone, sa capacité à résister à l'anonymat de la ville tentaculaire en incarnant un contre-espace. L'interzone me dote de nouveaux outils à la compréhension de la ville et à sa relation avec son territoire et ses écosystèmes. Plus qu'un fil narratif pour mon travail, elle est une méthodologie d'observation et de perception de l'espace. Elle est une écologie du détroit. Comment l'architecture peut-elle être complice de l'interzone? Comment projeter sans agresser? Comment retenir le potentiel du terrain vague comme terrain de jeu? C'est le défi auquel se confronte le projet Glanage en interzone, dans un interstice hétérogène à la périphérie sud-est de Tanger. Ce lieu m'avait déjà saisi justement par ces jardins informels, que j'appelle des jardins pirates, dans les parcelles non construites. Ici, on voit justement un quartier informel qui se développe aux abords d'un lotissement ramé. J'y retourne aujourd'hui avec un regard neuf et une tentative de compréhension à différentes échelles. Je prends conscience de l'ampleur de ce site sur lequel on retrouve justement un site très vallonné, donc un vallon malmené par l'érosion, où ruissellent des eaux grises. En fait, c'est des canalisations éventrées. On a aussi un afflux constant de déchets de construction, donc un afflux informel en plein jour où tous les chantiers alentours, toute la journée des camions arrivent pour déverser des tonnes de gravats, de déchets, de plâtre, de poussière. On a justement ce vallon qui est bordé par des collines où on trouve de paisibles cimetières, où chaque tombe s'accompagne d'un palmier ou d'un olivier,
et planter d'herbes aromatiques selon la tradition. On a aussi justement ces mêmes jardins informels que je décrivais aux abords des sources. On voit que ces jardins même sont menacés par les amas de gravats qui se trouvent juste en amont. Et le tout est délimité par un archipel de lotissements tramés à l'identique et d'habitats autoconstruits. Donc, comme on peut voir, c'est tous les habitats formels et informels autour de ce vallon. Le plan d'aménagement de 2010, le dernier en date, puisque celui qui devait sortir la décennie suivante n'a pas encore vu le jour, prévoit la disparition de cet interstice au profit d'une route qu'on voit ici traverser justement, et de nouveaux lotissements à l'image des précédents. Alors même que la densité de population est telle que les surfaces arborées et les espaces perméables manquent cruellement à Tanger et surtout dans ces nouveaux quartiers. Donc finalement, ce projet est un manifeste pour préserver l'interzone et ses potentialités utopiques, pour maintenir son intégrité et sa richesse en tant que paysage en commun. Donc avec l'assainissement des sols, la récolte d'eau, les jardins pirates peuvent s'étendre et se multiplier, devenir un espace de loisirs et d'improvisation, un prolongement de l'espace domestique pour tous les habitants des quartiers alentours. Le glanage, si particulier à Tanger, devient moteur du projet et génère son programme. Donc si maintenant on se penche plus particulièrement sur le projet, il se compose de 3 éléments principaux, en plus bien sûr de ce qu'on trouve déjà dans cet interstice, donc ce système paysager qui a des qualités spatiales indéniables. On a justement ces collines avec les cimetières que je vous ai montrés. Et donc, du coup, l'idée, ce serait d'utiliser un marché abandonné. Donc, c'est une couverture. C'est celle-ci. Donc, c'est vraiment une dalle avec des toitures. On voit qu'on a encore les tréteaux et puis les échoppes qui n'ont jamais été utilisés pour abriter un centre de tri des déchets de construction. Donc, assainir les déchets qui sont déjà sur site et puis continuer à récolter ce qui arrive, parce que c'est déjà un parcours qui semble mis en place. Un marché qui, lui, est déjà existant, donc dont l'activité nourrit déjà ces quartiers. Et en fait, son activité commerciale ainsi que ses déchets pourront être utilisés avec le 3e élément du programme, qui serait donc une pépinière, qui viendrait s'insérer à la lisière entre l'interstice et la ville, et dont je parlerai plus en détail plus tard. Donc ça, c'est juste pour dire que j'ai choisi ce site en particulier parce que il a la pente la plus douce et avec la surface la plus grande, et aussi qui est desservi pour des raisons logistiques par des routes déjà existantes. Donc maintenant qu'on a mis en place les acteurs du projet, donc que ce soit le centre de tri nouvellement désigné, le marché en opération, les jardins qui devraient se multiplier, la pépinière qui permet de créer ces nouvelles populations d'arbustes, de plantes, de pousses, et les cimetières qui continuent à s'agrandir et qui impliquent à la fois des pratiques d'excavation et aussi de plantation d'oliviers, de palmiers et de plantes aromatiques. L'idée, justement, c'est que tous ces acteurs puissent échanger, donc que ce soit les graines, les pousses, que ce soit les fruits, les herbes aromatiques pour le marché, les déchets organiques vers la pépinière pour le compostage, de même que tous les sables, gravats et agrégats, une fois triés, peuvent rejoindre la pépinière pour l'élaboration des terreaux. Et puis la pépinière, bien sûr, fournit à la fois les jardins, qui devraient se multiplier dans l'interstice ou l'interzone, et aussi les plantes aromatiques et les jeunes pousses pour les palmiers à être plantés dans les cimetières. On pourrait imaginer aussi que les terres d'excavation pourraient être triées de la même manière. Bien sûr, chacune de ces récoltes, chacun de ces glanages suit des temporalités propres que j'ai essayé justement de quantifier dans le temps, en admettant bien sûr un volume, un débit de transport des matériaux, un certain nombre de camions. Donc j'ai fait quelques hypothèses. Dans l'hypothèse qui aurait 100 tonnes triées par jour, avec un volume de déchets de construction de 100 000 tonnes déjà présents sur le site,
On pourrait imaginer qu'en 1 an et demi, on pourrait assainir l'ensemble du site et puis les parties assainies pourraient déjà être utilisées pour introduire ces nouveaux jardins dans l'interstice. Donc c'est cette ligne-là, donc on imagine de plus en plus de jardins, de plus en plus d'usagers, de bénéficiaires, avec une estimation, si chaque famille devait disposer d'une centaine de mètres carrés, on arriverait à 5 à 10 000 bénéficiaires de ces jardins partagés dans l'interstice. Et 3 ans, justement, c'est aussi le temps que j'ai estimé pour que la pépinière puisse elle-même commencer à générer sa production maximale de plants par an, en admettant que, bien sûr, les premières années, c'est juste les premières plantations pour obtenir les arbres fruitiers qui eux-mêmes donneront des fruits dont les pépins seront récoltés. Et on imagine aussi, une fois que ce territoire est assaini, que l'eau de ruissellement peut être utilisée pour aussi réactiver les zones humides dans le fond du vallon, qui sont déjà des écosystèmes privilégiés, c'est-à-dire on voit déjà des oiseaux de passage, des petits rongeurs, des animaux, mais qui aujourd'hui sont confrontés à la pollution des eaux et de la végétation qui pousse dans ces lieux. On pourrait imaginer justement que même eux pourraient se réapproprier ce fond de vallon que vous avez vu tout à l'heure. Et bien sûr que l'eau de pluie, toutes les eaux sont récoltées pour l'activité de la pépinière et des jardins avec des réservoirs collectifs comme des réservoirs particuliers d'un jardin à l'autre. Donc là, je vais rentrer plus précisément dans l'organisation de la pépinière. Donc la pépinière, elle se compose aussi, donc le côté qui est en contact avec la ville, qui est beaucoup plus logistique, c'est ce que j'appelle la fabrique. Donc c'est là où on retrouve la serre de séchage, le hangar de dépôt des gravats et de sortie des plants qui sont déposés, toute la zone de production hors sol, donc pour avoir finalement les premières plantes qui vont germer pour être empotées ou pour être empotées puis ensuite distribuer aux habitants, récupérer aussi, puisque c'est une pépinière, elle a un fonctionnement aussi qui s'étend à l'ensemble de la ville, pas seulement les habitants. On a le verger, donc avec tous les arbres fruitiers, donc les vergers étalons, donc c'est tous les arbres où on va trouver des espèces du lieu, donc les figuiers, les citronniers, les néfliers, les oliviers, donc ils vont contribuer à donner des fruits et on pourra utiliser aussi pour les greffes, pour faire en sorte qu'un certain arbre soit d'un certain fruit. Et enfin, au-delà on va dire, de la partie délimitée de la pépinière, on aurait justement ce que j'appelle la forêt qui serait finalement une continuité de cet interstice en rapport avec le cimetière, ici qu'on voit en bas à gauche, un des cimetières. Qui fait continuité avec l'une des entrées de la pépinière ici, et l'autre entrée, c'est celle qui se fait à travers le hangar dans la partie plus logistique. Et du coup, cette forêt donc, qui inclut les palmiers et les oliviers contribue déjà à la qualité spatiale de ce grand interstice avec un réservoir accessible depuis l'extérieur en dehors des heures d'ouverture de la pépinière. Donc ça, c'est à peu près la maquette du lieu. Donc on voit les lotissements, les formels, informels, et puis comment la pépinière vient s'insérer un peu comme un entre-deux. Ici, on a une école avec aussi des grands terrains, des lotissements qui devraient être construits mais qui ne le sont pas, qui pourraient être aussi, on pourrait imaginer, occupés dans l'intérim à l'image des autres jardins vagues qui occupent les terrains vagues de la ville. Ça, c'est justement le prolongement du cimetière vers la pépinière. Avec ces murs, on voit justement sur la pente qui sont de plus en plus marqués. Là, c'est le côté ouest, la limite ouest, où on voit déjà comment des jardins pourraient proliférer le long de l'enceinte de cette pépinière et le bassin dont je parlais tout à l'heure. Donc aussi en termes justement, je parlais de récolte d'eau. L'idée, c'est que justement, les eaux de ruissellement suivent la pente et se retrouvent stockées dans ce réservoir, qui est ensuite une desserte depuis l'extérieur. Donc, la pépinière aussi est pensée elle-même comme des
des sortes de pans légèrement inclinés vers les extrémités pour récolter les eaux sur les côtés ici, qui viennent finir dans le réservoir ici. Donc ça, c'est le hangar dont je parlais tout à l'heure, avec les quais de chargement-déchargement pour tout ce qui est la matière inerte et qui doit venir être entreposée pour l'élaboration des plans, des pots. On a aussi une partie pour le compost ici, donc des bacs de compostage pour créer du humus. Et c'est pour ça que le mélange de terreau se fait ici. Et on a la partie plus dépôt de plants déjà empotés qui seront prêts à quitter aussi la pépinière. Donc ça, c'est les plants hors sol aussi dont je parlais, qui sont vraiment sur des structures surélevées et finalement qui ont une durée sur ces étals d'une 30aine de jours avant de prendre une autre forme. Ça, c'est la serre de séchage où on pourrait imaginer aussi des plantes plus fragiles qui ont besoin de conditions d'ensoleillement ou d'humidité particulières et aussi les tréteaux de séchage, comme ceci. Et ensuite, le dernier élément qui constitue aussi à la fois le cœur symbolique du projet et son phare, puisqu'on le voit dépasser un peu de l'enceinte, c'est le grenier collectif, donc pour le conditionnement des graines et des pépins qui sont après avoir été séchés, mais qui constitue aussi un lieu participatif et de rencontre à l'image d'une maison de quartier. Donc ça, c'est la vue qu'on a depuis le grenier. Donc à l'ombre du grenier, on voit justement ce grand vallon, la palmeraie directement derrière le mur d'enceinte de la pépinière. Et justement, ce grenier collectif s'inspire des greniers fortifiés qu'on trouve dans les chaînes de montagnes du Maroc, dans l'Atlas, l'Haut-Atlas notamment, où justement ces greniers servaient à la fois de stockage des récoltes d'une année à l'autre, mais aussi les récoltes des richesses, des documents précieux, et puis un lieu finalement d'abri en cas d'invasion. Parce que tout le monde pouvait s'y réfugier et les portes étaient closes. Donc, l'idée, c'est d'avoir justement cet élément central où on a cette disposition en spirale de petites pièces de 5 mètres carrés chacune où on viendrait stocker les différentes récoltes, donc peut-être par type de grain, avec une circulation hélicoïdale autour. Et justement, on va dire cette tour centrale un peu décentrée crée deux espaces, un beaucoup plus ouvert, partagé, commun, public, et un autre plus privé, donc pour tout ce qui est laboratoire de contrôle, vestiaire et cuisine. Et puis, de même, ici, on a une division en un atelier, donc pour la découpe, soit pour la greffe, pour toutes les activités relatives à la récolte, aux plantations, à la maintenance de ces jardins. Donc, les habitants peuvent ici échanger des graines, des savoirs, et puis découper des choses avec des matériaux à disposition. Et puis ici, un espace beaucoup plus fluide, flexible, sans parois, juste avec des sortes de tentures pour séparer les espaces au gré des activités. Donc l'idée, c'est d'avoir vraiment cet élément beaucoup plus fixe, donc qu'on imaginerait aussi ventiler naturellement, donc en utilisant aussi une construction en pisé, donc des terres venues aussi justement des zones marécageuses fertiles qu'on trouve justement le long de cette côte atlantique proche de Tanger, alors que toutes les structures autour qui sont plus publiques, elles ont un côté aussi beaucoup plus éphémère puisqu'elles sont faites avec des structures en bois très légères, avec justement les bois à disposition dans les forêts de liège aux alentours, justement dans le massif du Rif. Et puis justement, on pourrait imaginer des colonnes fines à l'image des échafaudages, une toiture en tôle et puis des contreventements, vraiment les seules parties qui sont beaucoup plus, qui sont en maçonnerie, on va dire, c'est cette façade sud, justement pour éviter la surexposition. Et puis justement ce noyau de stockage des grains. Donc ça, c'est l'espace collectif à l'image d'une maison de quartier. Et puis vraiment, l'idée, c'est que tous ces éléments du projet, dépendamment de s'ils ont besoin de partitions, d'une toiture, de murs porteurs ou de dalles,
qui puissent aussi utiliser des éléments des récoltes. Justement, dans ces jardins pirates, on voit beaucoup la culture de la canif, finalement, qui est séchée pour créer, par exemple, le roseau qui servira à créer les palissades, les enclos des jardins, mais aussi ici, on pourrait imaginer des brise-soleil faits de cette manière. Aussi, finalement, c'est vraiment regarder ce qui se fait dans la région, justement de par mes voyages de site, pour voir justement ces systèmes d'échafaudage pour tenir les murs dans la vieille ville quand ils menacent de tomber, ces sortes d'échafauds aussi, parfois en bambou, parfois en métal, justement pour faire des opérations de maintenance des façades, ce système de tressage des roseaux dont je vous parlais, et puis ces structures primaires et secondaires dans des bois d'œuvre très fins. Et aussi, bien sûr, tout ce qu'on trouve sur ce lieu, les cabanes de pêcheurs au bord des falaises, justement, quand on veut passer la nuit pour pêcher. Donc, on trouve ces feuilles de palmier séchées, ces roseaux, ces tentures, et aussi des formes de contreventement, que ce soit par une masse comme ce tronc, ou vraiment un système de, de fil en métal ici pour tenir cette toiture en tôle qui repose sur une structure en bois léger. Donc, l'idée, c'est que chaque élément du programme reprenne un peu ce langage et ces matériaux pour ce qui est à disposition et ce qui peut être aussi cultivé sur site, ou en tout cas qui vient vraiment, que ce soit justement la pierre de soubassement qui viendrait des carrières à une 60aine de kilomètres de Tanger, ou la terre locale, ou bien sûr tout ce qui peut être, tout ce qui est cultivé aux abords de cette pépinière, qui peut être aussi utilisée pour la création des jardins et aussi des éléments de ce grenier. Donc l'idée aussi, c'est que cette pépinière, elle est pas permanente. En fait, l'architecture de la pépinière accepte son impermanence dans l'espoir que l'interzone reste, que cet interstice soit maintenu avec toutes ses qualités paysagères, spatiales et domestiques finalement, parce que ça devient un prolongement de l'espace domestique. Et puis, si elle devait disparaître une fois sa mission accomplie, sa population d'arbres ne fera qu'une avec celle de l'interzone, et ces murs en pierre seront les ultimes témoins de son passage. Nous avons vu que l'interzone est indissociable du destin de Tanger et contribue à sauvegarder un mode de vie, un rapport au rythme du paysage et une forme de contestation. Le projet tente de s'imprégner de l'interzone pour être son plus fidèle allié, un catalyseur de pratiques inclusives et identitaires, des séquences de glanage successives pour une territorialité de brassage. Merci. Merci beaucoup, Reda, et merci pour cette très belle présentation, très poétique également. Et je rappelle donc pour nos invités que les transition sites sont sélectionnés parmi plein d'autres grâce à une procédure de sélection de la Fondation Braillard, et ce qui vous permet donc d'avoir un accès à des idées, à des termes que nous considérons très actuels. Voilà, donc Rémi Papillot, à Oui, toi. oui, j'ai entendu ces deux présentations très intéressantes. Merci, merci à tous les deux, hein. Merci donc Justine et Reda pour ces présentations très enrichissantes et effectivement sur des contextes climatiques excessivement différents. Ça fait aussi l'intérêt là de cette succession de présentations. J'ai plein de questions là aux deux. Il se trouve que ce Tonlé Sap, là, je le connais bien parce que j'ai fait plusieurs missions au Cambodge, notamment à Battambang, sur la rivière Sankhe, qui est donc une de ces rivières qui se remplit euh, au moment où le Tonlé Sap se remplit, et la zone d'inondabilité remonte aussi le long des rivières, et le positionnement des villes se fait justement selon la valeur de la remontée de l'eau. Et ça a été très bien analysé ça sur de nombreux cas, mais particulièrement sur Battambang. Et ils sont aujourd'hui sur ces rivières en train de mettre en place aussi des barrages. Donc, la première question que je poserai
à Justine Rognon, c'est cette question. Il y a des barrages, effectivement, sur toute le linéaire du Mékong. Vous avez fait des très belles cartes qui montrent, félicitations là, pour tout le travail cartographique très impressionnant que vous avez fait. Mais est-ce que vous pourriez, est-ce que vous avez repéré aussi sur votre cas d'étude, en fait, je poserai trois questions qui s'éclairent toutes l'une l'autre. La première qui vous concerne vous directement, c'est le contexte. Comment vous arrivez là? Je n'ai pas bien compris comment vous étiez arrivé dans votre village et à quel point c'est ce village-là que vous avez choisi, à quel point il fait système pour l'ensemble avec les propositions que vous nous faites. Donc le choix de ce site et le renvoi à une figure qui serait à l'échelle du lac. Et la troisième question, qui est mon point de départ dans la réflexion, qui est cette histoire de contenir les eaux de l'inondation par toute une série de barrages, aussi au niveau du Tonlé Sap. Ça renvoie presque à des attitudes millénaires hein, de la fondation de Angkor, ce jeu sur le paysage, sur l'eau et sur l'inondabilité. Voilà, c'est une question un peu à plusieurs niveaux. Si vous pouviez répondre, Christine. Déjà, pour le choix du site, c'est aussi que c'est un village que j'avais déjà visité lors d'un premier séjour au Cambodge, que je connaissais déjà. Et aussi, bah, je pense que c'est au niveau de son accessibilité aussi, savoir que c'est plus facile d'accéder dans des villages qui sont déjà un petit peu avec un développement touristique en tant qu'Européen pour y accéder. Et sinon, ben, je dirais que c'est parce qu'il est aussi, il a cette proximité au lac qui fait que ben, il est sur des plus hauts pilotis que peut-être des villages qui sont un petit peu plus éloignés du lac. Et, et sinon, ouais, je sais pas. Enfin, c'était aussi un choix parce que je l'avais déjà visité. Et ben, de ce que vous disiez sur aussi les systèmes de retenue d'eau, etc. Donc, c'est vrai que c'est quelque chose qui se pratiquait beaucoup, ben, comme vous disiez, à période d'Angkor, système de barrages, donc de retenue d'eau. Et ben, c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai moins abordé, mais qui pourrait tout à fait aussi avoir sa place pour développement justement de peut-être de pisciculture aussi. Et, euh, et oui, c'est peut-être quelque chose qu'on pourrait aussi intégrer dans un projet comme ça de à nouveau utiliser ce système qui a porté vraiment ses fruits à l'époque de comment on gère ces arrivées d'eau et comment on arrive à les retenir ou justement à les évacuer selon les besoins. Je faisais plus référence qu'à... Bon, il y a les systèmes millénaires, effectivement, mais plus qu'à ces systèmes-là, c'est les politiques actuelles du Cambodge, avec beaucoup de financements asiatiques, chinois, coréens notamment, sur des grands barrages qui sont sur les rivières qui viennent vers le Tonlé Sap et qui change complètement le régime que vous avez analysé et utilisé. Euh, Est-ce que ça, c'est quelque chose qu'on peut prendre en compte? Et bien sûr, la grande question, c'est comment ça se met en... comment le réchauffement climatique et les changements pluviométriques impactent sur tout ça. Oui. Ben déjà, de ce que j'ai lu, il y a eu récemment des décisions qui ont été prises au Cambodge sur l'interdiction, en tout cas, de construction de nouveaux barrages, que j'ai pas encore lu en détail, mais apparemment, du coup, c'est une volonté du Cambodge d'arrêter la construction, en tout cas sur le cours principal du Mékong, de nouveaux barrages, et même voir la destruction de certains barrages. Donc, ils sont quand même conscients que c'est quelque chose qui dérègle la biodiversité du lac. Mais par contre, c'est pas le cas de tous les pays, surtout ceux en amont. Et c'est vraiment, c'est très inquiétant. Justement, je disais encore pas mal d'articles sur vraiment l'impact que ces barrages ont sur sur la vie qui se fait aussi dans les villes aussi, vous disiez, au bord des rivières, etc. Donc,
c'est clair que c'est un problème majeur, enfin, autant que le dérèglement en fait, climatique. On pourrait prolonger la discussion. Peut-être il y aura des questions, on reviendra, mais je voudrais aussi, sur le même mode, poser une question à Reda. On a vu là dans la démonstration très poétique hein, sur cette interzone. Bon, on pourrait poser déjà beaucoup de questions sur Tanger, cette situation, effectivement, sur les migrants, sur la traversée, sur le fait que sur 1 million d'habitants, il y a vraiment des gens qui résident là. On a l'impression que l'action est menée, l'action proposée est menée plus pour ceux qui passent que pour ceux qui restent et qui vivent là, qui habitent là. Mais bon, c'est pas tant ça. Enfin, on pourrait poser des questions là-dessus. Je trouve ça tout à fait passionnant. Mais la question que je voulais poser là, c'est sur l'organisation générale de ce que vous mettez en place sur cette interzone, sur ce vallon. J'ai trouvé que cette question de l'eau arrivait presque en fin de démonstration, alors qu'on s'attendrait à ce qu'elle soit à l'origine même de la démonstration. Alors j'ai fait une petite recherche là, de préparation et j'étais très surpris de voir que Tanger avait un régime pluviométrique de 700 mm d'eau par an. C'est plus que chez moi à Toulouse. C'est presque l'équivalent de Genève. Et c'est une spécificité de ville au Maroc. Parce que, bon, bien sûr, tout le reste du Maroc est beaucoup plus bas hein, que les 700 mm là dont on parle. Et donc, une première problématique, c'est la récolte de l'eau. Avant que d'imaginer, et c'est tout le système des oasis, etc., est-ce que dans votre dispositif, vous prévoyez aussi des façons de récolte d'eau et de conservation, de captation, de conservation et de distribution de l'eau? On a vu sur sur le potager, effectivement, que vous prévoyez ça, mais à l'échelle du grand système de l'interzone, est-ce que vous prévoyez quelque chose pour cette place de l'eau? Oui, bah justement, c'est marrant que vous disiez si l'eau était à l'origine de mon projet ou pas, parce que c'est réellement l'origine du projet, puisque les seuls jardins qu'on trouve aujourd'hui dans cette interstice telle qu'elle est, c'est aux abords d'une source. Donc c'est vraiment la source qui permet à ces jardins d'exister. Ou ailleurs, ces jardins ne pourraient pas exister, parce que les restes des eaux qui ruissellent, ce sont vraiment des eaux grises directement qui ruissellent à travers les déchets ou qui viennent de canalisations éventrées. Donc, c'est pour ça que je parlais avant même de pouvoir récolter cette eau finalement, parce que cette eau qui ruisselle, même s'il y en a beaucoup, elle est polluée, c'est vraiment d'assainir ces sols. Mais oui, bien sûr, avant même que tous ces jardins peuvent s'établir, enfin, je veux dire, pour moi, ça va de pair que la collecte d'eau, qu'elle se fasse, c'est-à-dire de manière très structurée, centralisée à travers un grand réservoir comme celui de la Pépinière, ou à travers un système de micro-réservoirs euh, qu'une certaine grappe de jardin pourra mettre à disposition est absolument essentiel. Je pense que toutes ces choses-là vont de pair. Et bien sûr, la temporalité du projet, donc celui d'un projet de master en architecture, malheureusement, il y a un moment où la question projectuelle, on va dire, elle passe en avant de toutes ces considérations à la fois de systèmes, que ce soit de systèmes environnementaux imbriqués avec des systèmes sociaux, etc. Mais c'est vraiment l'esprit et l'essence, en tout cas, de ce projet-là. C'est de partir de l'eau qui génère tous ces jardins qu'on trouve dans toute la ville, et l'eau de mer aussi dont on pêche. C'est-à-dire, ce qui est intéressant, c'est de voir aussi, ce que j'ai peut-être passé brièvement dans la présentation, c'est que toutes ces pratiques-là, c'est pas quelqu'un qui le fait un dimanche en hobby. C'est vraiment les gens qui cueillent, c'est des gens qui vont vendre ensuite dans les marchés. On trouve encore des montagnards elles vont cueillir les feuilles de palme, les cardons pour préparer même des fromages. Des fromages qui peuvent pas être faits de façon industrielle parce qu'ils sont séchés à l'air, au soleil.
et ensuite qui les vendent sur les étals, directement même au restaurant. À Tanger, vous pouvez demander du jbon al-arabi, c'est un fromage local, de production locale, que ces femmes qu'on appelle les jbliettes, donc les montagnardes, vendent en ville et retournent dans leur village en fin de journée. Donc il y a vraiment encore des pratiques de transhumance qui intègrent justement des pratiques de la terre, de la mer, qui font déjà partie de l'économie de la ville. Donc c'est à partir de ces observations-là que le projet vient se greffer à un système socio-économique préexistant et où la question de l'eau est bien sûr fondamentale. D'accord. Presque vous pourriez construire le projet en partant de là. C'est le conseil que je donnais en pensant à un projet qui a été fait à Jaipur sur un lac qui récolte justement eau grise et les rares eaux de pluie qui tombent à Jaipur, mais avec la mousson, là aussi, ils sont presque à 700 mm d'eau à Jaipur. Et toute la problématique, c'est que ça tombe en 2 mois. Donc, je ne sais pas quel est le régime pluviométrique pour arriver à 700 mm à Tanger, mais la problématique indienne du Rajasthan, c'est d'arriver à attraper l'eau au moment où elle tombe pour la conserver toute l'année dans toute une série de dispositifs, de puits, de citernes, etc. Je ne sais pas si à Tanger... Je pense que c'est une situation très similaire. Nous, il n'y a pas de rythme de mousson, mais les hivers tangérois qui sont assez courts finalement, qui s'échelonnent de novembre à janvier, sont très très pluvieux, très venteux, très pluvieux. Donc c'est vrai que c'est assez concentré et puis le reste de l'année, ben, tout s'évapore et on revient à une situation très aride, comme au sud de la France par exemple. Vraiment avec ce maquis et ces forêts de pins qui ont soif. Oui. Je crois qu'il nous faut penser à des dispositifs là, avec les évolutions climatiques et pluviométriques où il pleut beaucoup, il continue de pleuvoir beaucoup, c'est pas qu'il pleuve moins, il continue de pleuvoir beaucoup, mais avec des précipitations très ponctuelles. Donc, comment on attrape l'eau à ces moments-là? Alors, c'est pas le cas de Madame de Justine, parce qu'elle, elle a, je sais plus, 1400 mm d'eau, plus un lac qui se remplit, plus des rivières qui arrivent de tous côtés. Donc, la problématique est assez différente. Je ne sais pas s'il y a des questions, les uns ou les autres, parmi l'assistance. Allez-y, je vous en prie. Après cette première introduction, cet échange avec Rémi Papillot et les deux présentateurs, les deux diplômants, qui aurait envie de se lancer, sachant que je le dis tout simplement que pour nous, les deux éléments, l'élément commun, c'est qu'on est en train de parler de résilience urbaine et territoriale, résilience des populations à travers la nourriture et l'eau, où l'architecture vient finalement définir une forme physique de résilience, dessine une résilience d'une certaine manière. Et je ne sais pas si vous le sentez de la même manière et comment vous réagissez. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, ce type de projet pourrait devenir la norme dans nos agences d'architecture en Europe et par le monde, ou on est encore loin de cette phase? Je veux bien, Panos, si tu veux. Oui, Alena, oui, depuis Montréal. Alors, oui, mais je suis tout à fait nouvelle à cette démarche-là. Je regarde avec ravissement ce que vous faites. Vraiment, félicitations aux étudiants, aux jeunes professionnels. Et puis, oui, je suis ravie de toute cette approche de la part de l'institution, mais aussi chez les jeunes que je viens de constater à Montréal aussi, à la charrette du CCA, où on a vu dans une production de 3 jours une réflexion vraiment très profonde déjà chez les personnes qui se lancent dans la profession. Alors, on voit ici la même chose de façon très poussée. Ce qui est impressionnant, je trouve ici, dans les deux cas, c'est cette approche multiscalaire et cette approche de l'importance d'étudier un processus et pour l'architecture de venir aboutir en tant qu'un objet dans le processus qui ensuite est modifié. Alors, c'est tout à fait
à propos, aujourd'hui, et c'est ce qui distingue la production dans les écoles d'architecture qui devrait être aujourd'hui à celle qui était jusqu'à récemment, où en fait, on cherchait à produire des objets qu'on déposait sur un site plutôt que comprendre que finalement on influence ou on modifie des processus biologiques et écologiques. Et la dernière chose que je dirais, c'était peut-être la première que j'aurais pu dire, c'est le fait que ces projets-là démontrent à quel point l'ensemble des cycles des changements climatiques qui sont produits en grande partie ou causés par nos comportements à nous, on sait en tout cas de l'impact complètement ailleurs, ce qui nous donne non pas la licence, mais l'obligation de voir comment on peut aussi participer aux solutions, là où les problèmes se situent. Et si j'avais des questions à poser, c'est par rapport au premier projet, quel a été l'accueil de cette démarche? Est-ce qu'on peut imaginer une participation des villageois pour éventuellement arriver à des réalisations? Comment ils voient justement l'implication des gens d'ailleurs qui arrivent et essaient de dire, ben voici ce que vous pourriez faire. C'est peut-être pas évident pour bousculer les cultures et des habitudes sur place. Donc oui, on fait partie de tout ce processus mondial, mais comment être attentif et comment être délicat pour aussi participer aux solutions qui se trouvent ailleurs, loin de nous. Enfin, pour l'accueil de tel projet, c'est vrai que moi j'étais sur place, je leur exposais pas forcément le projet tel quel, mais plutôt je leur posais des questions sur leurs besoins et surtout justement ce que j'ai un peu abordé, c'est est-ce qu'ils seraient prêts à partager des espaces compte tenu en fait de ce qu'ils ont vécu et donc le régime Khmer Rouge, il faut savoir qu'il y a encore des personnes à qui je m'adressais qui l'ont réellement vécu, enfin c'est vraiment très récent et ils sont quand même assez réfractaires à cette idée de communauté, c'est encore quelque chose de très... ils ont plus confiance et je pense que c'est aussi quelque chose qui demande du temps de se réapproprier en fait, ouais, ou de redonner sa confiance aussi à quelqu'un d'externe. C'était assez délicat comme sujet, mais après, quand je leur parlais justement de éventuellement avoir la possibilité justement de cultiver, quels que soient les aléas climatiques, c'était vraiment quelque chose qui leur parlait et qui leur semblait vital. Donc je pense que si on apporte gentiment, surtout après plutôt l'aspect ouais, social qui va plus poser problème, mais dans l'idée, ils sont plutôt ouverts à ce genre d'approche. De la part de Reda, oui, alors Reda, le monde local. Oui, je pense, je dirais qu'à Tanger, il y aurait moins de réticence de la société civile. On voit, justement, j'ai découvert ce quartier à travers une association qui a déjà travaillé, en fait, dans le but de créer des infrastructures sociales, en fait, des infrastructures de rencontres, parce qu'il y a une jeunesse, il y a de la créativité, il y a du foisonnement, mais il y a peu de lieux pour les accueillir. Et donc, ça avait donné lieu à des ateliers participatifs pour estimer les besoins, en fait, de ces nouveaux quartiers. Ce à quoi, justement, je pense que les élus locaux, les politiques sont assez hostiles. J'ai pu constater moi-même cette hostilité juste en essayant d'obtenir plus d'informations auprès de l'agence urbaine parce que je pense que les considérations aujourd'hui de la commune de Tanger, de la ville de Tanger, sont plus celles on va dire, de la sécurité, donc que ce soit par la mobilité, l'accès, l'accès rapide aussi des autorités ou l'assainissement, c'est-à-dire l'accès à l'eau courante, l'électrification, etc. Ou peut-être ce genre de projet ne fait pas encore écho, alors même que la société civile embarquerait d'ailleurs de nombreuses initiatives sociales, elles partent de la société civile et elles réussissent parce que c'est des gens qui veulent œuvrer ensemble.
Donc, je pense qu'il y aurait moins de réticence de la part des riverains si toute l'infrastructure était mise en place pour les accompagner dans ce sens, les sensibiliser dans ce sens et transmettre finalement ces savoirs qui sont déjà des pratiques du lieu. Donc, en fait, finalement, c'est au lieu de les perdre face à justement la modernité ou ce qu'on vend comme la modernité finalement qui est une ville sans visage, ce serait de s'appuyer sur des pratiques territoriales qui font l'identité du lieu, parce que ce que j'ai découvert aussi à travers l'histoire du RIF, c'est que ça a toujours été une sorte de zone réfractaire qui échappait au pouvoir central, pas forcément par une culture, on va dire une langue, un parler, etc., mais vraiment ces pratiques de gens qui sont plus tournés vers la mer, parce que finalement la chaîne du Rif à l'oblique sépare toute la zone littorale du reste du Maroc, et donc crée toujours une sorte d'isolement finalement, qui a permis à ces gens de se retrouver ensemble parce qu'ils partagent un même rapport au territoire, qui n'est pas le même que celui du reste du pays. Et donc, partir par là pour créer de l'inclusion, ben, c'est déjà des éléments de réponse qu'on trouve dans les observations, sans être une imposition. Donc, c'est plus comment convaincre les élus locaux, qui sont des gens désignés par le pouvoir central, donc il n'y a pas les mêmes sensibilités, d'adhérer à ce genre d'initiative. Merci beaucoup. Alors, est-ce qu'il y a d'autres remarques ou questions pour ce thème très en dehors un peu de nos habitudes d'architectes, je dirais mainstream, hein? On est d'accord, hein? Ce n'est pas des choses qu'on voit tous les jours. Et peut-être maintenant de plus en plus dans les diplômes d'architecture, dans les écoles d'architecture, d'urbanisme, sans doute, mais pas de manière très timide, je dirais. Nous, on a eu très peu de projets de ce type à la Fondation, mais on espère qu'il y aura. Alors, oui, Sabine, Oui, bonsoir. Depuis Paris. Ces deux projets, ils ont en commun d'aborder les sols et l'eau. Oui. Les sols avec justement des sols définis ou pas définis, certains ou plus certains. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est peut-être d'essayer parce qu'ils apportent aussi une question commune qui est d'essayer de comprendre non plus les programmes comme une reconstruction habituelle, mais l'espace entre les lieux et les gens. Donc, c'est-à-dire penser une relation entre les lieux, les gens et les éléments. Par exemple, il y a une question moi, que j'aurais fouillée si j'étais sur le travail de Tanger. On a ces arrivées d'eau et de ressources, les gravats, les déchets, etc., dont on ne sait pas quelle est tout à fait la toxicité, le réemploi possible tout de suite, les dangers potentiels ou au contraire juste une ressource de plus. Donc je pense qu'il y aurait un vrai travail à faire pour essayer de comprendre d'abord des phases d'identification de ces ressources, que ce soit l'eau, les gravats, le sol, et puis ensuite d'essayer de comprendre les relations qui peuvent se tisser. Ça permettrait de repenser le projet peut-être plus sous une forme paysagère d'ailleurs et humaine, c'est-à-dire le penser sous une forme écologique et paysagère. Voilà, c'était ma réflexion en entendant ces deux présentations, que je trouve très sympathiques au passage. Merci. Et bravo à la poésie de l'auteur de Tanger. Merci, Sabine. Je rappelle que Sabine a coordonné une édition sur la ville résiliente, n'est-ce pas? Oui, un colloque d'une semaine. Colloque à Cerisy. Cerisy, donc pour ceux qui veulent le chercher. Et en effet, je me permets aussi d'ajouter une remarque sur le rapport entre architecture et paysage dans ce type de travaux, qui me semble encore, mais nous sommes encore dans une phase archaïque de cette pensée par les ressources, même si normalement l'architecture, depuis Vitruve, est liée à la ressource, et qui donc semble vouloir définir des formes architecturales, des formes qui sont souvent celles un peu de la construction par module, un peu comme l'a fait Reda ou même Justine de la même manière à peu près, et qui peut être dans une logique reprise à partir de la ressource, c'est sans doute, je dirais pas plus organique dans le sens esthétique du terme, mais sans doute un peu plus brouillé, un peu moins propre, je dirais.
Mais on est à l'EPFL, donc on est en Suisse, forcément, ça sera propre. On ne peut pas faire autrement. Donc, mais en réalité, derrière, nous avons, et c'est cette question déjà là, disons, du bricolage, de certaine manière. On est en train de revenir de voir autour de nous un monde qui devient bricolé, enfin, qui commence à bricoler beaucoup. Et, l'utopie du moderne propre, du moderne défini avec une esthétique, je dirais, nette, semble un peu dépassée par les événements, surtout, par le fait que nous sommes en train de brouiller les pistes du monde, malheureusement. Et je me pose vraiment la question de l'esthétique du nouveau par les vieux, du nouveau par les recyclages, évidemment, du nouveau monde qu'on est en train de faire, qui sert à nouveau parce que c'est technique, parce que le futur est nouveau, mais qui pourrait avoir une formalisation extrêmement, je dirais, eh, rather, comme on dit en anglais, rather euh, flou, comment dire, pas très net. Et ça, c'est une question que on n'arrive pas encore à trouver les modes esthétiques, les principes de cette approche. Je ne sais pas si vous êtes d'accord, Justine et Reda, oui. Oui, justement, c'est une conversation qu'on a eue avec Justine lorsqu'on avait parlé de nos projets respectifs et je pense que nos deux projets essayent de lutter avec ce concept d'auteur. On est les auteurs du projet, mais en même temps, on essaie de s'abstraire en tant qu'auteur. Et c'est pour ça que finalement, peut-être dans notre imaginaire, on va avec ce qui abstrait le plus notre propre personnalité dans le projet en partant de la géométrie qui produit des cercles, des rectangles, des carrés, mais sans vouloir, tu parlais de style, en fait, c'est la volonté de ne pas tomber dans un style qui fait que peut-être on est tombé dans une forme une volonté d'abstraction où ben justement dans cette abstraction-là, en utilisant les matériaux à disposition, on a pensé des choses modulaires comme si elles devaient être industrialisées, usinées, alors qu'en vrai, comme tu disais, ça viendra du bricolage, de ce qui est à disposition quand il est à disposition. Mais en même temps, représenter le bricolage par le dessin architectural, c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Oui, justement, donc probablement ce qu'on voit là chez vous, dans les deux cas, je pense qu'on a revu aussi, ça fait 3 ans, 3, 4 ans maintenant qu'on voit des transition seeds, je pense qu'on est toujours autour de cette question, on voit plutôt des gestalten plutôt que de formes. On voit donc des configurations qui pourraient avoir plein de formes, mais il faudra les présenter, ils ne sont pas vraiment de formes. Ça, c'est très difficile, il faudra vraiment créer une équipe qui travaille là-dessus, ici à la Fondation, avec vous sans doute, avec des équipes en ligne et sur place, parce qu'à travers cette abstraction, il faut arriver au concret. Entre l'abstraction et le concret, il y a toujours une tension. Mais ça, voilà, on est là pour ça. On va. Alors, Peut-être, Manos, oui, Rémi, bien sûr. par rapport à cette question-là du bricolage, d'aller chercher des dispositions sur des choses très ténues et de les regarder dans des interzones ou pour Justine dans un petit village, etc. Je trouve que ça serait intéressant d'attraper ces éléments bricolés et de les confronter avec la violence du monde capitaliste. Si on va parce que là, on travaille sur un petit village. Mais si on va à Phnom Penh, en 10 ans, les capitaux chinois, coréens ont fait qu'on est passé de 3, 4 tours qui existaient dans le centre-ville à plus d'une centaine de tours en 10 ans, en renversant complètement toute la question, si vous voulez, de la démographie de cette ville, du travail, en attirant, en changeant complètement toute l'agriculture du pays avec vraiment une migration urbaine excessivement importante pour des ouvriers, etc. Et tout en restant, parce que c'est un pays d'eau. Donc, cette eau qui est bien repérée sur le Tonlé Sap se prolonge. C'est pas encore un delta, c'est plutôt un verrou. On connaît bien ça à Genève, un verrou à la fin du Tonlé Sap avec cette particularité du Mékong qui, une période, se déverse d'un côté
et la période d'après se déverse dans l'autre sens et ça crée tout un système très riche. Et je trouve que est-ce que ça serait intéressant de voir à quel point ces dispositifs qui sont très fragiles que vous proposez, comment ça réagit quand on les met face à la violence de ces systèmes dans une géographie urbaine? Est-ce que ça a sa place aussi ou pas du tout? Ou c'est complètement dépassé? Là, je trouve que on toucherait quelque chose d'important parce que sinon, ça reste du bricolage dans un coin. Et pour Reda, je dirais c'est la même chose. Comment ce repérage que vous avez fait sur ce petit vallon là dans un bout de Tanger, à quel point ça fait système et à quel point on peut renverser ça à plus grande échelle? C'est une question très pertinente. Ben, comme on voit au Cambodge, vraiment la différence entre justement Phnom Penh ou Sihanoukville, qui est aussi un exemple très parlant de ça, de ce capitalisme et ce développement vraiment très intense dans les villes, comparé en fait aux petits villageois vraiment qui possèdent rien du tout. C'est quelque chose qui m'a frappé à quel point c'est deux mondes différents. Donc moi, je vivais à Phnom Penh, mais j'ai fait plusieurs séjours dans les villages et c'est vraiment très choquant la différence de niveau de vie, d'espace à disposition et de liens aussi avec ces différentes inondations. À savoir que si à Phnom Penh, c'est quand même c'est très contrôlé. La manière dont l'inondation vient de ces cycles sont beaucoup plus contrôlés. Justement, on essaye de diriger l'eau, alors que justement dans les campagnes, ben, on l'accueille comme on peut. Et c'est vrai que c'est vrai que mon projet, je l'ai pas du tout pensé à qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme pendant dans les villes, mais c'est vraiment quelque chose de très pertinent. Donc, voilà. J'allais dire, pour ma part, justement, c'était intéressant de voir que ces pratiques-là se confrontaient au port du XXIe siècle qui, lui, cristallise toute une série d'activités sur la côte. Donc, on a vraiment des zones économiques spéciales, on a des zones logistiques. La plus grande usine Renault dans le monde se situe aux abords de Tanger. Donc, on a vraiment cette économie à deux échelles, à la fois du grand capital et de ces petites montagnardes qui produisent localement et qui écoulent sur leur marché. Donc, et on voit aussi que le système paysager de Tanger est assez uniforme dans le sens c'est très vallonné partout parce qu'on est vraiment sur les contreforts du Rif. Et si vous vous souvenez la carte, je ne sais pas si je peux de nouveau partager mon écran. Donc ça, c'était pour montrer vraiment un peu toutes les infrastructures que ce nouveau littoral, toute la zone de Tanger, ce détroit suscite. Donc on voit que euh, on est vraiment sur un développement économique à deux chiffres pour Tanger aujourd'hui. Et les zones que j'ai regardées, c'est toutes des interzones potentielles qu'on trouve aussi aux abords de la vieille ville. Donc, qui se situe ici, c'est encore justement des forêts. Certaines sont protégées, d'autres sont menacées par des constructions modernes. Et donc, l'idée, c'est justement comment retrouver ces poches et négocier ce rapport au paysage soit en l'activant, en le conservant ou en introduisant plus de ces pratiques qu'on voit ailleurs. Puis l'idée, en fait, de revenir justement dans cette zone de Tanger qui a les mêmes qualités spatiales, c'est d'introduire des pratiques qui existaient déjà peut-être dans ces zones euh, qui sont formellement préservées par l'administration, qui fait qu'elles restent non construites, de ces zones qui, au contraire, sont juste à pourvoir par l'économie de marché. Donc, je ne sais pas si je réponds à la question, mais j'essaie de trouver de l'espoir dans... Non, non, c'est très intéressante, là, effectivement, de faire ce repérage à plus grande échelle. Mais comme vous avez montré sur la carte précédente, on a l'impression que c'est carrément tout l'ensemble là de Tanger d'un bout à l'autre, d'Atlantique à Méditerranée, qui est Oui, un territoire de, je sais pas, 50. oui, ça, c'est tout le port actuel. C'est le nouveau port en imaginant toutes les zones. Il y a la frontière avec l'Espagne ici, donc on a d'autres zones logistiques qui viennent s'étendre du côté méditerranéen. Donc, Tanger, l'agglomération est là. On a justement la nouvelle Tanger Automotive City, donc toutes les zones noires, c'est vraiment des zones franches dans le sens de International Zone, qui viennent un peu, qui font le cœur battant de l'économie du nord du Maroc.
Et en fait, c'est dans ce régime d'activité que des nouvelles solutions doivent être trouvées et se confronter, résister finalement à cette modernité imposée, mais qui, elle, fait complètement abstraction des ressources. D'ailleurs, on voit que tout le Rif n'a jamais bénéficié de la révolution verte, donc c'est une zone qui, même en termes de production, dépend des plaines agricoles du Maroc qui sont ici, qui sont plus bas. Donc, il y a aussi une question d'autosuffisance alimentaire que Tanger a perdu complètement de par en devenant autre chose qu'un lieu de production agricole, mais un lieu d'exportation et d'échange économique avec l'international. Ok, merci beaucoup alors pour ces échanges très denses, effectivement, très intéressants. Et comme on a dépassé le temps, je pense qu'il y a des gens qui doivent partir. Et je ne fais que répéter les deux questions de Nam sur le chat par rapport justement au rôle un peu de règlement en Europe. Et si en Europe, vous pouvez avoir la même situation qu'en Asie avec des habitats flottants, que je vous invite à réfléchir. Ce sont des questions ouvertes, bien sûr. On ne va pas les répondre maintenant, ça va être trop long. Et en tout cas, pour l'instant, nous sommes en train d'ouvrir un peu le potentiel, disons, le pan, disons, le spectre de possibilités de ce qui peut se faire au-delà de, comme on dit, du capitalisme dur et de la violence des constructions de plus en plus anti-naturelles et évidemment non résilientes. Mais ça va, patience, je vous invite à patienter, on a d'autres sessions pour répondre à ces questions. Donc, je me permets tout d'abord de remercier Justine et Reda pour cette très belle présentation, vraiment très bien faite et avec une qualité de dessin incroyable. Merci encore. Merci à Rémi Papillot pour son temps et son intérêt à cet échange et avoir un peu mis de nouveaux éléments de réflexion. Et certainement, merci à toute l'équipe, Mélodie, Diane, Hélène et Kim et Gwen qui ont préparé cette session et toutes celles qui ont le passé et les suivantes, bien sûr. Encore merci. Bonne soirée à toutes et à tous et dans un mois. Au revoir. Bonne soirée, merci beaucoup. Au revoir. Bonne soirée, merci.